Rebonjour et merci d'avoir profité de cette pause pour lancer des questions, pour faire avancer la table ronde passionnante que l'on va avoir avec des intervenants de choix. Je remercie tous les participants ici en présentiel et peut-être certains chez eux qui ont mimé l'évacuation de leur cuisine ou de leur salon ou salle à manger. Certains avec un pack de pain de mie peut-être à la place de la pochette UPI, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez mis un timing d'1 minute 10, environ 150 personnes pour sortir. D'après les derniers comptages, nous n'avons perdu personne. Aucun blessé n'a été donné, donc merci d'avoir fait le test. Alors pourquoi avez-vous fait ce test? Puisque des questions vous étaient posées. Donc au niveau du slide-où, alors vous allez peut-être penser que c'est un sondage de type biélorusse, pas du tout. C'est vraiment vos réponses qui sont plutôt positives et intéressantes. Et bien sûr, une deuxième question vous était posée, et merci de les compléter, sur la partie évacuation avec les mains en l'air. Alors on voit c'est un peu plus mesuré pour cette procédure-là. Ce qui est intéressant, ça sera la troisième partie, avec les commentaires libres que vous pourrez rajouter, qui vont nous permettre de savoir quels sont les points positifs ou les points négatifs par rapport à des éléments comme ça. Alors, je vois, à titre d'exemple, une des remarques, trop coûteux pour les compagnies. Pour information, le test qu'on a fait avec cette pochette-là, ça, c'est 3 €. Pour information. Voilà. Ça coûte 3 € à faire pour 500 exemplaires. Vous avez donc encore la possibilité de réagir, de mettre vos avis. N'hésitez pas à être critique. Notre objectif, c'est vraiment, avec les groupes de travail, d'avoir votre feedback, d'utiliser vraiment vos retours. Donc vous pouvez répondre, bien sûr, jusqu'au déjeuner, à la mi-journée. Alors, je suis très heureux de lancer et d'introduire les participants et participantes à la table ronde numéro 1. J'ai le plaisir de présenter la modératrice, Carole Lenk, une collègue de la DESAC. Donc Carole est ingénieure des ponts, eaux et forêts et a occupé diverses fonctions à la DGAC depuis 2009. Elle a travaillé entre 2012 et 2018 pour la Direction Coopération Européenne et Réglementation de la DESAC et a notamment participé dans ce cadre au groupe consultatif des autorités nationales mises en place par le EASA et au comité EASA, l'instance qui vote les règlements européens d'application. Depuis 2020, elle est directrice technique adjointe navigabilité et opération de la DESAC. Cette direction a notamment pour mission de coordonner et piloter la surveillance de sécurité aérienne des exploitants aériens, compagnies aériennes, exploitants spécialisés ou de transport pour compte propre, exploitants de ballons et de drones. Carole, merci d'avoir accepté d'animer cette table ronde et je te passe la parole. Bienvenue dans cette table ronde qui va évoquer l'adaptation des acteurs aux contraintes opérationnelles. Donc, je vais avoir le plaisir de présenter succinctement les différents intervenants et puis je leur donnerai la parole tour à tour. Donc, dans l'ordre, bonjour Farid Kouar, vous êtes directeur général du Centre Interline des Guyards, en charge de ce centre depuis 2004. Ce centre qui est organisme de formation pour le certificat de membre d'équipage de cabine, centre d'examen pour ce certificat, centre d'évaluation CQP et centre d'entraînement pour le personnel navigant. Oui. Bonjour Séverine Moreau-Dupuis, vous êtes déléguée sécurité cabine et correspondant SMS cabine chez HOP. Vous êtes PNC depuis 2008, récemment qualifié E-Jet. Vous êtes également chef de cabine depuis 2014. De 2011 à 2021, vous avez été officier de sécurité des vols, adjointe au délégué de la sécurité des vols entre 2016 et 2021 à la direction de la sécurité des vols et de la conformité. Et depuis 2021, vous êtes délégué sécurité cabine et correspondant SMS cabine à la direction des PNC. Et vous êtes instructeur PNC depuis cette année. Bienvenue. Bonjour Pierre Jacquemin. Vous êtes commandant de bord 737 et responsable de la sécurité des vols chez ASL Airlines France. Vous êtes pilote de ligne depuis 1998, commandant de bord et instructeur chez ASL depuis 2006. Vous êtes qualifié pour les maintenance check flights. Également depuis 2016, responsable de la sécurité des vols pour ASL. Et vous êtes également coprésident des journées sécurité des vols organisées par la DGAC. Bienvenue. Bonjour Céline Soul.
Vous êtes donc sophrologue, formatrice, cabine crew, CRM et facteurs humains. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'université sur les aspects biologiques et psychosociaux du stress. Vous êtes sophrologue professionnelle depuis juin 2020. Formatrice cabine crew CRM facteurs humains depuis 2010, d'abord chez Air France, puis en freelance, au sein du cabinet Angélia. Vous avez été PNC, puis chef de cabine chez Air France durant 19 ans jusqu'en 2020. Et enfin, vous êtes co-chair du groupe de réflexion sur les facteurs humains depuis 2021 et membre depuis 2016, et également membre du groupe Aéro Sentinelle depuis 2019. Bienvenue. Et enfin, bonjour Philippe Cabon. Donc André a eu l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Vous êtes maître de conférence en ergonomie psychologique à l'Institut de psychologie de l'Université Paris-Cité. Vos travaux portent sur la fatigue, la charge de travail et le stress en milieu aéronautique. Et vous avez été expert auprès de l'OACI et de l'EASA sur ces problématiques. Et vous avez également accompagné plusieurs compagnies aériennes sur le développement de leur système de gestion du risque fatigue. Donc, bienvenue à tous. Nous allons parler de l'adaptation des acteurs aux contraintes opérationnelles. Et puisqu'il faut bien commencer, prendre la question dans l'ordre, je vais commencer, je vais la traiter par ordre chronologique. Donc, je vais commencer par les aspects de préparation en amont du vol et au sol. Donc, je vais donner la parole à Séverine Moreau-Dupuis en vous posant la question suivante. Au sol, durant la phase de préparation des vols, quelles sont les 3 problématiques les plus rencontrées par les PNC? Et pour gérer ces risques-là, comment améliorer la coordination entre le personnel sol et le personnel navigant? Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Alors pour répondre à cette question, déjà, c'est vraiment très bien parce qu'avec tout ce qui a déjà été exprimé depuis ce matin dans ce symposium, on a déjà eu un panel assez large de ce que c'est que le métier de PNC et de toutes les contraintes qu'on peut avoir. Donc effectivement, quand on parle de maîtrise des risques en cabine, on peut assez rapidement penser à tout ce qui se passe durant la phase de vol. Mais il y a d'autres risques aussi auxquels on est confronté dès l'arrivée à l'avion en fait et qui demandent une vigilance des équipages dès notre arrivée. Les 3 problématiques pour répondre à la question qu'on va plus rencontrer en amont du vol, ça va être tout d'abord les risques de chute de hauteur avec les différents moyens d'accès cabine qui vont être amenés à l'avion pour pouvoir permettre soit l'embarquement des passagers, soit le chargement hôtelier ou pour tout ce qui concerne les assistantes des personnes à mobilité réduite. Les 2 autres problématiques qu'on va beaucoup rencontrer, effectivement, on en a parlé déjà un petit peu, c'est tout ce qui concerne les bagages cabine. Vous avez pu voir les photos dans la présentation de Mireille et de Sandrine. C'est vraiment quelque chose effectivement qui pose souci. C'est quelque chose qui est très partagé par l'ensemble des compagnies aériennes et c'est souvent aussi quelque chose effectivement qu'on a du mal à gérer en amont parce qu'il y a beaucoup de procédures différentes suivant les compagnies. On le voit déjà sur les sites des compagnies, on n'a pas tous la même définition des tailles des bagages cabine. Une partie de là, pour le passager, ça peut être un petit peu compliqué. On a également aussi un 3e risque quand on est au sol et qu'on fait les phases d'embarquement, ça va être les PAXI, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et les PAXI sont aussi liés avec les problématiques de bagages cabine. Donc, on a des passagers qui, parfois, ne supportent pas effectivement qu'on puisse leur poser des contraintes en ce qui concerne ce bagage, soit parce que le bagage ne voyagera pas avec eux en cabine, soit parce que le bagage ne sera pas dans le coffre exactement au-dessus du siège qu'ils ont réservé, ou pour d'autres raisons encore, il faudra déplacer ou placer en soute. Je voudrais peut-être faire un petit zoom sur la partie risque de chute de hauteur. C'est quelque chose évidemment que les passagers ne voient pas. C'est une partie en amont à la préparation du vol. Donc on le sait, ces moments-là sont très contraints en termes de temps. On doit effectuer un nombre d'actions vraiment très importantes lors de cette phase, ce qui nous oblige à aller très vite. On a évidemment beaucoup de coactivité, c'est-à-dire que dans ces phases où on arrive à l'avion,
moment où on prépare la cabine, il faut que le ménage puisse accéder, il faut que le catering puisse se faire, donc le catering, tout ce qui est le chargement hôtelier. Parfois, et ça nous oblige à devoir concilier énormément de choses. On est face aussi à du re-up syndrome, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit aller un peu plus vite. On a beaucoup de choses à faire. On peut aussi être souvent confronté à des interruptions de tâches. Et tout ça, ça peut faire qu'à un moment donné, on ait des difficultés dans l'application des procédures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a effectivement une multiplicité d'intervenants au niveau du sol. On a tous, bien sûr, en tête les procédures, comment on doit les appliquer, comment ça doit se passer, mais des fois, sur certaines escales qui sont différentes, des procédures, elles peuvent différer. Je voudrais vraiment vous parler du problème du risque de chute de hauteur, parce que c'est quelque chose qui est vraiment émergent. En tout cas, chez nous, chez Hop, on a beaucoup cette thématique qui remonte. Pour en avoir parlé avec plusieurs collègues d'autres compagnies, effectivement, on a aussi cette problématique qui est commune. Ce qui se passe, c'est qu'il y a je pense, un manque peut-être de connaissance des contraintes opérationnelles des deux côtés, du côté des PNC, du côté des personnels sol. Le risque, il est vraiment très important parce que le risque, ça peut être la chute d'un personnel, que ce soit un personnel de cabine, que ce soit un pilote, que ce soit un intervenant du sol, avec des conséquences qui peuvent être évidemment de la blessure grave jusqu'à parfois la mort. On a vu tous en tête cette PNC d'Air France qui avait chuté, pour des conséquences dramatiques. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Déjà, je pense que ça passe par plus de sensibilisation sur l'ensemble des tâches que doivent remplir les PNC, sur l'ensemble des tâches que doivent remplir les personnels sol. En fait, la clé est là. La clé est sur la coordination, la clé est sur le fait de pouvoir travailler ensemble. Donc, pour pouvoir avancer là-dessus, en tout cas, chez Hop, c'est ce qu'on a fait. On a créé un groupe de travail qui reprend l'ensemble des intervenants. On s'est bien sûr fortement appuyé sur l'ensemble des retours de tous les personnels, parce qu'on parlait des CSR tout à l'heure, mais il y a aussi tous les GSR, tous les retours qui vont être faits par le personnel sol. On va lister l'ensemble des problématiques et essayer à chaque fois de trouver des solutions pour pouvoir augmenter la conscience de la situation. Je vais vous donner un petit exemple pour voir un petit peu. C'est peut-être vous êtes familier avec ce qu'on appelle la procédure toc-toc-pouce. Ce sont les signes conventionnels qui vont faire qu'une fois que le personnel sol a approché le moyen d'accès cabine à proximité de la porte, va pouvoir donner le signal au personnel de cabine pour pouvoir ouvrir la porte. Une fois que ce personnel fait le toc-toc-pouce, donc toc-toc sur la cellule plus le pouce par le hublot, ça veut dire que les conditions sont réunies pour que le PNC puisse ouvrir la porte. Sauf que malheureusement, des fois, il y a des incompréhensions, il y a des erreurs, il y a des dérives aussi, comme ça peut arriver dans tous les domaines. Et on peut se retrouver avec un manque de coordination qui mène à une ouverture sur le vide. Ça pose des problèmes en sécurité des vols, bien sûr. Ça pose des problèmes en sécurité santé au travail. Et pour pouvoir travailler là-dessus, il est important qu'on puisse tous communiquer, qu'on s'appuie bien sur les retours d'expérience et qu'on puisse derrière développer des actions de correction et de sensibilisation, évidemment, qui découlent derrière sur des actions de formation. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc maintenant, je voudrais poser une question à Pierre Jacquemin. Alors pareil, sur une problématique également une problématique de coordination, mais dans un autre domaine. Quels sont les différents canaux de communication généralement mis en place par les opérateurs pour encadrer les échanges en relation avec la sécurité entre le cockpit et la cabine? On a vu lors de la présentation sur l'événement du Groenland que la qualité de cette communication était critique pour le bon déroulement des opérations. Oui, alors effectivement, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a énormément de choses, de procédures et de moyens de communication normés qui sont mis en place et qui sont, je pense, assez standards, en tout cas parmi les compagnies françaises, assez ressemblants dans toutes les compagnies. Néanmoins, on a déjà vu ce matin qu'il y a une forte marche de progression qui est identifiée, où on peut encore fortement améliorer ça.
Et donc, tous les différents canaux qui sont mis en place, si on part de la préparation du vol, ou peut-être même en amont parfois de la préparation du vol, si l'opérateur a mis en place des systèmes de communication entre équipages, par exemple avec les plannings qui sont envoyés sur des smartphones avec possibilité de communiquer, etc. Donc ça commence déjà éventuellement bien avant le vol. Ensuite, comme la première étape de la communication, c'est au niveau de la sécurité, c'est le briefing qui se fait entre équipages, bien sûr. Et donc tout au long de la préparation du vol, du déplacement vers l'avion, de l'entrée dans l'avion, ensuite la préparation de l'avion, etc., il va y avoir toute une série de moments de communication qui sont définis en général par les opérateurs où on va communiquer de manière normée, par exemple pour les fermetures des portes, etc. Et puis derrière ça, on va arriver à un gros problème qui nous entrave fortement la communication, c'est la porte blindée. Et donc, on a mis en place aussi des systèmes de communication. Et l'exemple de ce matin de l'incident, enfin l'accident plutôt, de l'Airbus A380 a montré qu'à un moment donné, cette porte blindée posait vraiment un réel problème au niveau de la gestion d'un événement et de la gestion pour la gestion de l'équipage en général. Et bien donc, les opérateurs ont mis en place des systèmes de communication. On en a parlé encore une fois tout à l'heure avec le NITS en cas de problème, qui permet d'essayer de ne pas oublier des éléments importants pour la sécurité. Et puis on peut monter en gradation. Donc on parle d'abord on parlait de communication, préparation du vol, rentrer dans l'avion, tout va bien. Et puis on a toute une série de procédures d'urgence avec des phrases aussi normées, comme on a fait tout à l'heure d'ailleurs avec l'évacuation. Ici le poste de pilotage, PNC à vos postes, ensuite évacuation. Enfin, ici le poste de pilotage, évacuation. Sont tous des systèmes normés qui vont jusqu'à la fin d'une éventuelle évacuation, avec le cockpit qui peut enfin sortir de derrière sa porte blindée pour aller aider le reste de l'équipage à l'évacuation. Merci beaucoup. Donc là, je me tourne vers Farid Kouar. Donc, au vu de ces considérations, devons-nous faire évoluer la formation relative au CCA, certificat de membre d'équipage de cabine, et dans quelle mesure? C'est pas au centre de formation qu'il faut poser la question, c'est à l'aviation civile. Nous, on applique un programme. Le programme, il est calé en fonction de l'examen. Donc, au jour d'aujourd'hui, la formation est suffisamment dense au niveau du théorique. Il y a énormément de questions. Au niveau du pratique, ça se vaut, mais l'évolution de la formation passera par l'évolution de l'examen. Après, ça dépend des compagnies. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats fraîchement titulaires du CCA ont le niveau suffisant lorsqu'ils intègrent en compagnie? Quels sont les points d'amélioration? Ces points d'amélioration ne doivent pas non plus être en doublon lors des stages d'intégration. Donc, il faut quand même être vigilant. On parlait des bagages tout à l'heure. Instaurer des exercices concernant des bagages ou des piles au lithium pratiques, ça me semble difficile. Donc voilà, il faut essayer de l'adapter. Et en plus, on est quand même sur un programme européen. Au jour d'aujourd'hui, on passe un examen en France, ça met entre le moment où on s'inscrit et le moment où on est titulaire, il y a 3 mois minimum. Alors qu'en Europe, on peut passer un CCA européen sous réglementation maltaise ou avec des boîtes comme Sky People. En 6 jours, j'ai mon CCA. Sur le territoire français. Hein. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Quel niveau pour les PNC demain, en fait? Et ça, c'est aux compagnies de répondre, hein, c'est pas à nous. Hein. Nous, on applique le programme que nous est imposé par l'aviation civile et on dépend d'un examen d'État. S'il y a des évolutions sur l'examen, il faut peut-être poser la question à Benoît qui est là, je ne sais pas s'il est encore là, ou Mireille qui fait les questions. Entendu. Merci beaucoup pour ces considérations. Là, je change un peu de domaine pour m'adresser à Philippe Cabon. Quels sont les moyens de prévention des risques à mettre en œuvre en priorité concernant la santé et la sécurité des PNC? Et quels sont les obstacles à ces démarches de prévention des risques susceptibles d'être rencontrés?
Bien, merci pour la question, qui me permet effectivement de compléter quelque chose que j'ai pas pu évoquer dans ma présentation, c'est-à-dire les démarches de prévention. Je l'ai évoqué très rapidement en conclusion, et c'est évidemment la partie la plus importante. On peut faire un constat, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ces risques? Alors, je ne vais pas être très original sur cette notion-là de santé-sécurité au travail. Bien sûr, ça doit être une démarche qui doit s'appuyer sur une responsabilité partagée. C'est d'ailleurs comme ça que c'est défini au niveau juridique. Sur les questions d'horaire de travail, de fatigue et de risques psychosociaux, il est très clair que l'ensemble des salariés et de la direction doit bien sûr s'engager dans ces démarches. Donc ça passe par beaucoup de communication. Nous, dans nos expériences depuis les dernières années, on s'aperçoit que c'est le facteur de réussite évidemment essentiel. C'est comment on crée les conditions de la confiance sur des sujets qui touchent à la vie des gens. Hein. Quand on parle d'horaire de travail, d'organisation du travail, de conditions de travail, ça touche bien sûr à des choses très intimes. Et donc, voilà, des décisions qui viendraient du haut pour être imposées aux salariés, on sait que ça ne fonctionne pas et ça n'a pas beaucoup d'avenir. Voilà, donc ça doit passer par, bien sûr, beaucoup de communication, de l'adhésion. Et puis ensuite, la base, c'est bien sûr aussi la donnée. Alors, nous, on est très sensible aux données, parce que sans données, c'est très difficile, évidemment, de faire des diagnostics. Hein. C'est comme si vous allez chez votre médecin et qu'il n'y a pas un minimum, bien sûr, d'examen clinique, eh bien, ce sera difficile de faire un diagnostic pertinent. Eh bien, à l'échelle d'un système, c'est la même chose. Si on ne recueille pas de données et si les données ne sont pas recueillies correctement, eh bien, c'est très difficile ensuite de faire un diagnostic et de proposer des démarches de prévention utiles. Voilà. Et ensuite, alors peut-être en termes également de mesures d'implémentation de mesures de réduction du risque, très souvent les organisations ont tendance à vouloir, sont très ambitieuses et vont vouloir absolument embrasser tous les problèmes. Or, on est sur des temporalités là qui peuvent être très importantes et donc très peu visibles aussi pour les acteurs. Donc, si vous mettez en place des choses qui ne vont avoir des effets que dans 10 ans, finalement, les acteurs qui sont présents, eux, on aura du mal effectivement à les embarquer dans ces démarches. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir une stratégie et d'implémenter des mesures qui sont visibles et dont on peut avoir des effets à court terme, et bien sûr sans oublier des démarches qui, elles, vont s'inscrire sur un temps beaucoup plus long avec des effets à long terme. Mais je crois qu'il faut bien sûr utiliser un peu ces deux temporalités pour vraiment embarquer encore une fois les salariés dans les démarches. Et puis alors, par rapport à votre deuxième question, qui sont plutôt sur les obstacles, alors ils sont en fait très corrélés à la première partie de ma réponse. Hein. Nous, les difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est l'absence de données. Et donc, l'absence de données, effectivement, génère une difficulté à comprendre le problème. C'est souvent des problèmes très complexes. J'ai essayé de l'expliquer un peu ce matin. C'est des interactions. Il y a effectivement des choses qui ont trait aux horaires, des choses qui ont trait à la nature de l'activité, des choses qui ont trait à la vie sociale. Voilà. Et donc, plus on va pouvoir recueillir des données, plus on va pouvoir effectivement déterminer les risques, les hiérarchiser pour ensuite effectivement mettre en œuvre des mesures qui seront véritablement efficaces sur le temps long. Voilà. Merci. N'hésitez pas si vous avez bien sûr d'autres questions à ce sujet. Merci beaucoup. Donc je me tourne vers Céline Soul pour une question sur une problématique similaire, mais avec un autre éclairage. Donc, selon vous, quelles sont les 3 contraintes opérationnelles les plus à risque, les plus à même de générer des risques psychosociaux, et comment aider les PNC à gérer ces 3 contraintes? Alors effectivement, on va se rejoindre un petit peu sur ce sujet-là. Moi, ce que j'identifie, alors après là, c'est mon parcours à la fois de PNC, de chef de cabine, aussi de formatrice en facteurs humains, et puis en tant qu'accompagnatrice, parce que j'ai accompagné aussi des PNC qui parfois avaient du mal à revenir à la ligne après des longues absences pour des motifs divers et variés. Et puis aujourd'hui, mon rôle de sophrologue, où je reçois dans mon cabinet, bien sûr, aussi des PNC, avec qui on discute un peu de tout ça, donc avec leur autorisation aujourd'hui, et bien sûr, en restant anonyme, je partage un petit peu certaines choses. Donc la première chose, c'est
l'une des contraintes les plus importantes qui va générer un risque très important, ça va être l'accident aérien. Quand il intervient au sein de la compagnie, c'est encore pire, parce que du coup, il y a un sentiment d'appartenance à la famille PN qui est tellement fort de la part de la communauté des navigants que la confrontation avec la mort, elle est pratiquement directe en fait. On dit que déjà, on va déclencher un stress post-traumatique avec une confrontation directe ou indirecte avec la mort, mais il se trouve que j'ai l'exemple d'une PNC qui a appris le crash du Rio par l'un de ses voisins. Et en fait, elle était au courant de rien du tout. Il est arrivé chez elle et il lui a dit « Ah, c'est ouf, t'es encore en vie, je te croyais à Rio. » Et effectivement, 2 jours avant, elle était à Rio. Donc elle a gardé ça, en fait, cette idée que la seule raison pour laquelle elle n'est pas morte, c'est un hasard de planning, tout simplement. Parce que ça aurait pu être elle 2 jours avant, 2 jours après. Et ça, c'est des choses à prendre en compte parce que après, forcément, ça va avoir un impact sur le quotidien de PNC, ça va avoir un impact sur la performance de sécurité dans l'avion, et ça va avoir un impact surtout sur la personne, en fait, qui va porter ça longtemps après. Et le stress post-traumatique a donc des impacts sur le long terme. Et ça, ce sont des choses qui doivent être prises en compte, même si c'est pas toujours facile. Donc là, on parle d'exemple d'une grande compagnie comme Air France, où il existe beaucoup de choses. Il y a un système, je pense aux Peer Support Volunteers, il y a des pairs qui peuvent écouter, recueillir la parole. Il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner, vous aider. Et il y a aussi le fait que c'est une grande compagnie avec beaucoup de PN. Donc certains peuvent se sentir un peu moins concernés. Mais j'aime autant vous dire que chez Air France, le crash du Rio, je pense qu'on se rappelle tous où on était ce jour-là et ce qu'on faisait et comment on a appris la nouvelle. Ça fait partie des choses qui marquent. Et après, si on parle des petites compagnies aériennes, j'ai le cas plus récent parce que je travaille aussi un peu pour ATR, de la compagnie Précisionnaire qui vient de vivre un crash en Tanzanie. Là, c'est une petite compagnie où tout le monde se connaît, on connaît ceux qui étaient à bord. Enfin, ça prend encore une autre dimension. Donc là, le stress post-traumatique s'installe encore de manière différente. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, on a besoin d'aider les gens à le surmonter, à le gérer, parce que les gens ont besoin d'aide, mais aussi parce que pour assurer une performance de sécurité, on a besoin que les gens dans l'avion se sentent bien, finalement. Donc ça, comment faire? On ne va pas réinventer l'eau chaude, hein. Il existe déjà des choses, le PSV notamment. On travaille aussi avec le groupe Aéro Sentinelle, dont on parlait avec Carole tout à l'heure, qui est un sous-groupe du groupe GRFH à la DGAC, sur des outils d'auto-évaluation, apprendre à repérer le stress, apprendre aussi à repérer le stress des collègues, des collaborateurs, pour pouvoir entre nous être bienveillants, être vigilants, et puis chercher des solutions ensemble, comme tu disais aussi, de manière partagée entre la direction et les salariés, trouver des solutions équitables et justes pour tous, pour que chacun puisse se remettre de ça. Donc vraiment, l'accident aérien, c'est ce que j'identifie comme la cause principale génératrice, une contrainte très forte en fait sur le métier, parce qu'après ça peut générer des peurs, voire même des abandons de poste, des gens qui vont partir parce qu'ils vont avoir cette peur de revenir à bord. Donc ça, c'est pour moi le plus important, en tout cas le plus grave, ce qui va le plus loin. Après, il y a d'autres risques, bien sûr. Notamment celui qui peut paraître, alors une des contraintes du métier de PNC qui fait aussi son charme, c'est le fait d'être en escale, le temps d'escale. Enfin, dans l'absolu, on va boire un verre avec l'équipage, il fait beau, on va à la plage, enfin c'est merveilleux. Mais ça peut aussi être un moment où on va on va se retrouver en isolement social justement. On va être dans la chambre d'hôtel, cette solitude-là, quand déjà ça va pas très bien à la maison, qu'il y a un peu de difficulté d'ordre psychologique ou autre, se retrouver tout seul au bout du monde, en plein jet lag, dans un moment de solitude, ça peut être vraiment compliqué à gérer aussi. Donc ça, c'est un risque aussi qui est très important. Même si, de prime abord, ça peut être très chouette d'être à l'île Maurice, ça dépend des moments, j'ai envie de dire. Et ça aussi, j'ai des retours de PNC, notamment dans mon cabinet en ce moment, de gens qui, paradoxalement, c'est ma bulle d'oxygène. Je pars à Maurice, ça fait du bien. Mais à côté de ça, je suis pas là pour gérer mes enfants, mon divorce ou tout autre problème perso que je peux avoir. Et ça pose vraiment une grosse difficulté, en fait, cette interruption dans ma vie. Et il faut réussir à gérer ça et c'est pas que facile. Et enfin, dernière chose, mais tu en as beaucoup parlé ce matin, Philippe, c'est la fatigue. Donc, je ne vais pas non plus réinventer l'eau chaude avec ça, mais c'est un sujet central qui est générateur de risques psychosociaux, évidemment. Quand on est fatigué, épuisé, quand on est capable de rester 24 heures sans dormir, il y a un moment donné où la fatigue, elle prend le dessus, en fait. Dormir devient une obsession. C'est la seule chose qui compte et on n'arrive même plus réellement à se reposer. Donc, tout ça, c'est pris en compte aussi par les compagnies, via le SGRF, via beaucoup de choses. Mais voilà, nous on travaille aussi dessus avec Aéro Sentinelle, comme je le disais, pour faire avancer un peu plus ce sujet de la santé mentale des navigants, sa prise en compte et comment on peut réussir à trouver ensemble des solutions pour faire avancer les choses. Et pour cela, on est preneur aussi de tous vos retours. Donc n'hésitez pas à m'en parler pendant cette journée pour qu'on puisse faire remonter les informations. Et merci beaucoup. Merci bien.
Avant de passer aux questions Slido, j'aurais peut-être quelques questions complémentaires, alors notamment pour Farid sur les effets de la crise récente, la crise du Covid, sur les compétences des PNC. Selon vous, quel effet a eu cette crise du Covid ? Charles Jacquet, on a parlé effectivement déjà des pertes de compétences. À court terme un petit peu, mais ça s'est très vite remis en place en fait. Les automatismes reviennent sur tous les exercices pratiques. On a plus perdu des compétences lors de passage au triennal au niveau des formations et des exercices. Faire un feu fumé tous les 3 ans, oui, là on perd de la compétence, on perd de la technique. Les évacuations, il y a plein d'exercices de formation qui ont été réduits. Et là, c'est vraiment une perte de compétences. Le Covid, ça a eu un effet réduit sur du court terme, mais on ne va pas parler individuellement, bien évidemment. On attend des questions le cas échéant. D'accord, merci bien. Je vais passer aux questions Slido. Alors la première, c'est pas une question, je vais la reformuler, c'est une affirmation. Donc je vais la reformuler en dans quelle mesure les problèmes évoqués précédemment des bagages cabines sont-ils liés à la politique des compagnies concernant le coût du bagage en soute? Alors ça, c'est plutôt une question pour un intervenant travaillant en compagnie. Donc, est-ce que cette question vous inspire? Oui, clairement, ça c'est sûr que c'est une évidence. Alors, nous chez ASL, on fait beaucoup dernièrement, on fait beaucoup l'Afrique du Nord avec ce qu'on appelle des voyages ethniques. Et donc les gens retournent chez eux avec énormément de bagages, reviennent après avec énormément de bagages. Et donc la question du prix du bagage en soute est vraiment très importante pour eux, avec le coût des suppléments bagages, etc. Donc effectivement, oui. Alors, je pense que chez ASL, on a une politique plutôt large pour essayer de gérer ça, de gérer les flux le mieux possible. Mais on a d'autres compagnies, il y a d'autres compagnies low cost dans lesquelles j'ai été comme passager, où la politique bagage est vraiment extrêmement contraignante, extrêmement compliquée. Donc effectivement, oui, ça incite à prendre un bagage cabine pour beaucoup de gens, le plus gros possible, à cacher une chose ou l'autre en plus, etc. Et on se retrouve du coup effectivement avec des problèmes gérés. Donc clairement, oui, je pense que pour répondre à la question, la politique de la compagnie a une forte influence. Oui. D'accord, merci. La deuxième question qui ressort, elle est relative à la pochette UPI. Où retrouve-t-on les études en question? Et c'est vrai que il est fait remarquer que cette pochette a des avantages, mais également des inconvénients potentiels, avec des risques, notamment hypothétiques de sang qui se prend dans les accoudoirs, par exemple. Donc ça, c'est plutôt une question pour une personne avec une expérience, une expérience de PNC. Séverine, oui. Alors, je ne pourrais pas répondre à la première partie de la question parce que je ne sais pas où est l'étude. Peut-être il faudra voir ça ultérieurement. En ce qui concerne alors le risque d'avoir la sangle qui se prend dans les accoudoirs, ça me paraît, pour faire une petite analyse de risque rapide, assez réduit, puisque les accoudoirs sont au niveau des sièges, que normalement les gens qui évacuent sont debout. Faudrait vraiment être d'une taille assez... comment ? Et il est réglable, me dit Sandrine, effectivement, il est réglable. Le risque que je vois, moi, il est plus effectivement sur ce risque qu'on connaît tous, sur le fait de vouloir sauver des choses qui nous sont chères. Donc, comme on l'a dit, et comme elles l'ont dit très bien Sandrine et Mireille, ça va dépendre des personnes. Pour certains, ça va être leur traitement médical. Pour d'autres, ça va être leur téléphone, parce qu'il y a toutes leurs conversations, leurs photos de famille. D'autres, ça va être leur ordinateur, puisque c'est des années de travail qui sont compris dans leur disque dur. Mais maintenant, avec l'avènement du cloud, ça devrait aller quand même un petit peu mieux par rapport à ça. On a un risque beaucoup plus important à avoir des passagers qui vont avoir leur petite pochette autour d'eux que des gens qui essayent d'embarquer leur bagage ou qui peuvent trébucher dessus, bloquer, gêner l'évacuation. Alors évidemment, c'est une proposition qui va faire l'objet
une étude de changement. Et on sait que l'humain est assez, a tendance à réfreindre le changement. Donc c'est effectivement un changement de culture par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est aussi évidemment une proposition qui entraîne, avoir une petite pochette, c'est une organisation supplémentaire, c'est une action supplémentaire à faire, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le bénéfice de ça. L'exemple que Mireille et Sandrine ont pris était vraiment très très parlant. Il y a quand même eu énormément de morts dans cette évacuation. On pourrait penser que oui d'accord, ça se passe sur un Sukhoi, ça se passe c'est chez Aeroflot, c'est en Russie, c'est loin de chez nous. Non, on n'est pas à l'abri de ça. Il suffit qu'il y ait quelques passagers qui prennent un bagage pour que tout le monde fasse la même chose, parce que s'il prend son bagage, je vais faire pareil parce que moi aussi j'ai des choses dedans auxquelles je tiens. Faut savoir que dans ces cas-là, en période de stress, en fait, les gens vont réagir vraiment avec un instinct très primaire, très reptilien, et donc vont se raccrocher à ce qu'ils connaissent, ce dont ils ont besoin. Donc le risque, à mon avis, est beaucoup plus important d'avoir des passagers qui prennent des bagages pour toutes les choses que Mireille et Sandrine ont exposées que d'avoir une sangle. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est un changement dans nos habitudes. C'est quelque chose qu'il faudra, je pense, réfléchir et accompagner dans le temps avant de pouvoir s'adapter à ça. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Alors après, j'ai vu une question qui s'affichait là, mais qui a disparu, qui était comment gère-t-on le suivi psychologique des PN après un accident comme celui présenté ce matin? Ça, c'est peut-être une question pour Céline. J'aurais plutôt dit pour Philippe. Ou Bon, pour tu me Philippe, corrigeras. Je vous laisse vous Parce entendre. que moi, je ne suis pas du tout psychologue, en fait. Par contre, après, là, je pense que c'est un peu dur de répondre à la question parce que ça va dépendre de la structure de la compagnie. En ce qui me concerne, de mon expérience, entre la façon dont c'est géré, par exemple, chez Air France, et là, je parle sous contrôle de mes collègues que je vois là-bas, enfin de mes anciens collègues, et une compagnie comme Precision Air, par exemple, en Tanzanie, comme ça a été le cas la semaine dernière, on n'a pas du tout les mêmes traitements. Donc, généralement, il y a une cellule de crise qui se met en place. On reçoit les PN après l'accident. Ils sont vus par un psychologue, ils discutent, ils disent ce qu'ils ont à dire, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est de les sensibiliser aux risques, aux symptômes de stress post-traumatique, qu'ils sachent que s'il y a des cauchemars, des flashs de l'accident dans les semaines qui suivent, s'il y a des comportements inhabituels en fait qui vont se développer plus tard, des symptômes de stress comme j'ai eu le cas avec justement cette compagnie en Tanzanie. Ils ont pris l'avion pour venir en France faire une formation avec nous à Toulouse, Air Formation et puis ATR. Et en fait, dans le temps du vol entre Dar es Salaam et Amsterdam, il y avait des turbulences. Ils ont tous eu peur, alors que ce sont des PNC qui habituellement n'ont pas peur des turbulences. C'est des petits symptômes qui vont nous montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc sensibiliser pour qu'après les PN puissent être dirigés et en tout cas sachent qu'ils doivent consulter en fait, qu'ils ne doivent pas rester seuls face à ça. Et après, le suivi va devenir individuel. Tu me diras si je me trompe. C'est à chaque PNC de mettre en place un suivi individuel. Je te laisse peut-être compléter la réponse. Oui, alors c'est une excellente réponse. Je vois que Céline a bien suivi effectivement les cours du DU. On évoquait tout à l'heure, et il y a d'autres personnes d'ailleurs dans la salle que j'ai eu le plaisir de retrouver qui avaient assisté à un DU qui s'appelait donc effectivement les aspects biologiques et psychosociaux du stress, qui était dirigé à l'époque par le professeur Kroc, qui est une des grands penseurs donc sur le stress post-traumatique, et qui a mis en œuvre effectivement tout un tas de mesures très pratiques pour la prise en charge. Donc alors c'était dans un contexte différent, c'était à la suite des attentats terroristes, et effectivement je vais tout à fait paraphraser ce que tu as dit, ou peut-être le compléter. Ce qui est très important effectivement, c'est de pouvoir prévenir les gens que ça peut arriver. Très souvent, on se dit, finalement, c'est quelque chose de normal, je fais des cauchemars, je suis un peu angoissé, et donc on a tendance à le mettre de côté en disant que ça va se régler. Non, ça ne va pas se régler, effectivement, et on peut avoir parfois, très longtemps après, plusieurs années après, effectivement, ce qu'on appelle des décompensations psychologiques, et donc il y a effectivement un suivi, et effectivement, le maître mot, c'est un suivi individuel, parce que certaines personnes vont passer au travers, vont trouver des stratégies pour faire face, et d'autres personnes, au contraire, vont effectivement décompenser quelques années après. Alors moi j'ai l'exemple de ce qui se fait chez les contrôleurs aériens en Suisse, chez Skyguide. Ça a été mis en place notamment suite après l'accident d'Uberlingen.
Et ils ont mis en place effectivement une cellule d'accompagnement qui se met en place, qui se déclenche systématiquement lorsque un contrôleur aérien a été confronté donc à une situation potentiellement traumatisante. Voilà, donc je pense que c'est effectivement très important d'entamer, lorsque ça n'a pas été fait dans la compagnie, d'entamer une réflexion et d'avoir peut-être des référents qui peuvent rapidement effectivement être le relais et pouvoir surtout informer, comme tu l'as dit fort justement. D'accord, merci bien. J'ai une autre question pour vous dans la lancée. Enfin, là, ça concerne les études que vous avez citées précédemment dans votre présentation. Ces études, est-ce que leurs résultats indiquent des spécificités sur certaines régions du monde ou certains types d'opérations? Voilà, quel est le périmètre de ces études? Alors, le périmètre, c'est vrai que c'est souvent des études américaines ou des études européennes. Alors, de là à dire, comment dire, en tout cas, pour ce qui touche à la partie vraiment physiologique, travail de nuit, on partage tous la même physiologie et donc il n'y a pas a priori de raison d'avoir de différence entre différentes zones géographiques. Après, ce qui peut jouer, c'est dans la manière dont, dans la culture, effectivement, on va intégrer, par exemple, je pensais à la sieste. On sait que la sieste, qui est une pratique effectivement très efficace pour lutter contre la fatigue. Dans certaines cultures, il va y avoir une adhésion très rapide parce que ça fait déjà partie des habitudes culturelles, alors que dans d'autres pays, c'est plus compliqué effectivement de mettre en place cette mesure. Voilà, donc je dirais que sur le plan scientifique, les études que j'ai citées sont effectivement souvent des études américaines et européennes, mais a priori, je ne pense pas que ça fasse de différence, en tout cas du point de vue de la santé et des effets physiologiques. D'accord, merci beaucoup. Alors, je reviens à des questions du domaine davantage opérationnel. Je vois qu'il y a une question, une remarque sur l'adoption de l'UPI. Ne faudrait-il pas que les compagnies acceptent de ne pas le considérer comme bagage comptant dans le maximum autorisé, mais que le cumul soit autorisé? Puis une autre question sur les modalités d'embarquement ou non de passagers gravement malades qui risquent d'être très difficilement gérables le temps d'un vol. Alors c'est peut-être une question pour Pierre ou... Alors pour la première question qui a disparu d'ailleurs, donc c'est plus difficile de répondre, mais par contre la deuxième question, effectivement, comment prévenir l'embarquement de passagers gravement malades, c'est vraiment une problématique très présente chez nous. On a peu de moyens autres que repérer des gens qui ont l'air en mauvaise santé. Ça nous est arrivé déjà assez. Je n'ai même pas envie de dire, ça nous arrive relativement régulièrement de débarquer des gens parce qu'on estime qu'ils ne pourront pas faire le voyage et d'apprendre peu après que sur le retour à la maison, ils sont décédés. Donc c'est effectivement quelque chose de très compliqué parce que on n'est pas médecin, on n'est pas apte à juger non plus. Donc c'est ce qu'on essaye de juger, c'est au niveau de la manière dont ces personnes pourraient gérer un problème de sécurité, une évacuation ou autre. Et c'est là qu'on essaye de mettre des barrières. Mais c'est très subjectif et très compliqué à mettre en place. D'accord. Merci bien. Je vois que la question suivante porte sur une problématique un peu technique. Après plusieurs heures de vol de nuit, comment le chemin... elle a disparu. Comment le chemin fluorescent peut-il continuer à être opérationnel dans la mesure où il n'a pas absorbé de lumière depuis un certain temps? Ça, c'est... Qui a la réponse? C'était une question qui avait été posée par des PNC. Donc justement, on s'était rapproché des services de la maintenance. Alors, la réponse que je vais donner correspond forcément à un certain type de marquage fluo et n'est pas une réponse absolue pour l'ensemble des marquages fluo de tous les avions. Mais en tout cas, la réponse qui avait été donnée, c'était que quand on arrivait dans l'avion le matin, c'était le cas notamment des vols de nuit qui commencent très tôt le matin en hiver. En fait, on est censé donc mettre tout sur Fulbright, sur l'éclairage cabine, et qu'un temps de rechargement d'environ
10 à 15 minutes suffisait pour que le marking puisse être efficace pendant plusieurs heures. Donc quand on a même un vol de nuit, il y a toujours un moment donné où on va rallumer les lumières pour faire le service. Enfin, je connais aucun vol qui se fasse intégralement dans le noir pendant des heures et des heures d'affilée. Donc à chaque fois qu'il y a de la lumière qui est disponible, cela permet en fait de recharger le cheminement lumineux. D'accord, merci pour cette réponse. On a des questions sur les PAXI. Alors, les PAXI, c'est un problème qui va être évoqué un peu plus tard dans la journée, donc je ne voudrais pas trop en discuter maintenant, mais on peut néanmoins poser cette question-ci. L'alcool, son usage, sa gestion reste un défi majeur et suscite fréquemment des PAXI. Au-delà des enjeux commerciaux, quelles sont les pistes de réflexion pour guider les opérateurs et les aéroports? Et peut-être en complément de cette question, je poserai la question de la manière dont les pilotes peuvent aider les PNC à gérer cette problématique. C'est pour moi alors. Je pense que oui. Oui, alors la PAXI, effectivement, les PAXI, l'alcool, etc. Je ne sais pas si c'est peut-être vraiment mon domaine et que je vais pouvoir beaucoup m'étendre là-dessus. Par contre, la gestion du cockpit par rapport au PAXI, c'est aussi quelque chose d'assez complexe. De nouveau, à cause de cette fameuse porte blindée. Alors avant l'embarquement, on parlait tout à l'heure des gens qui ne sont pas en état en suffisamment bonne santé pour voyager. Là, les PNT peuvent et interviennent en amont, tant que la porte n'est pas fermée. Une fois que la porte est fermée, tout ce qui se passe derrière, on a besoin de retours et de retours qui sont là, justement, je pense que c'est probablement une piste de réflexion, qui sont relativement peu normées. Donc, c'est plutôt du ressenti qu'on reçoit par message, par interphone ou autre, ou même souvent peu d'informations, parce que ce ne sont pas forcément des cas très graves, mais donc les PNC sont occupés à gérer de leur côté. Ce ne sont pas des cas qui demanderaient un déroutement ou autre, très souvent. Et donc, on en est informé tardivement en général. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Déjà, on sort pas du poste. Ça, c'est déjà la règle d'or en vol. On va pas sortir du poste. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, alors on a en place, par exemple, des avertissements que le commandant de bord signe, qui sont remis aux passagers. Voilà, ça fait ce que ça peut. Ce qui fonctionne en général pas trop mal quand même, c'est une annonce du commandant de bord avec menace éventuellement de déroutement. Et ça en général, ça calme les ardeurs des plus violents. Si je peux apporter un petit complément pour ce qui concerne les passagers indisciplinés relatifs à l'alcool, on a quand même effectivement souvent des problématiques de passagers qui sont déjà alcoolisés avant l'embarquement. Ça, c'est une vraie problématique. C'est parfois difficile pour tout le circuit au sol de pouvoir identifier les passagers. Ça arrive souvent quand ils arrivent à les identifier, que ces personnes-là savent qu'ils sont un peu en délicatesse pour pouvoir embarquer, donc va essayer d'avoir un comportement à peu près correct avant le départ. La grosse difficulté, c'est l'impact opérationnel à partir du moment où on se rend compte que cette personne a embarqué, on n'est pas encore parti, mais qu'effectivement ça va être compliqué. Ça peut être une contrainte opérationnelle des fois trop forte de devoir débarquer le passager avant de partir. C'est pour ça que c'est vraiment, et on a eu l'occasion d'en parler pendant le groupe de travail PAXI et les symposiums PAXI des années précédentes. C'est aussi quelque chose qui a été largement évoqué dans le Guidance on Unruly Passenger de IATA. C'est vraiment d'avoir par rapport à ça une tolérance zéro et vraiment le soutien qui est souvent le cas d'ailleurs, majoritairement, indéfectible des pilotes par rapport aux signalisations qui peuvent être faites par le personnel de cabine en amont du départ. C'est-à-dire que si déjà au début c'est problématique au sol, dans un cas d'alcoolémie qui est déjà identifié, il y a quand même très peu de chances pour que ça s'arrange après. On risque de se retrouver avec des sursollicitations du personnel de cabine, soit pour avoir plus d'alcool, soit pour répondre à des besoins vraiment personnels de ces cas-là qui sont très accaparants, donc forcément très perturbants pour les tâches du PNC.
PNC. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à améliorer, et je crois qu'il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus importants chez Air France, pour améliorer justement la prise en compte de ces problématiques en amont du départ et ne pas se retrouver avec des équipages qui, au final, subissent ces situations-là. Pour moi, je pense que vraiment la solution, elle est dans l'identification avant le départ. Quand c'est en vol, après, c'est encore autre chose. Mais quand on le sait dès le départ, vraiment, il faut limiter au maximum ces situations-là, ne pas les accepter, en fait, tout simplement. On a tout un arsenal au niveau des conditions générales de transport dans chaque compagnie qui permet de répondre justement aux refus de transport et qui permettent de prendre des mesures. J'espère qu'on en saura peut-être un peu plus cet après-midi sur l'arsenal juridique, sur les sanctions administratives, peut-être. Oui, et je voulais compléter la prise en charge en amont. Alors, dans une compagnie comme Air France qui gère elle-même toutes ces escales, il y a moyen de mettre des choses en place probablement. Il est beaucoup plus difficile pour un opérateur comme nous qui n'avons pas la maîtrise de nos escales, qui sont tous des sous-traitants, qui eux-mêmes ont tendance à vouloir se débarrasser du passager, le mettre dans notre avion, comme ça ils ne doivent plus le gérer eux-mêmes. Donc, c'est une autre problématique liée, on va dire. Merci à vous. Je vois qu'il y a une question sur la formation remonte, notamment vis-à-vis de ces problématiques, et la distinction entre formation initiale et continue. Ça, c'est une question pour Farid. Ne serait-ce pas le rôle de la formation continue d'améliorer les compétences des PNC sur les thématiques évoquées, donc notamment les PAXI, plutôt que de modifier le CCA initial ? Concernant la formation des PAXI, on en parle pendant le théorique et on ne va pas plus loin. On ne peut pas faire d'exercice pratique. Ça fait plus partie effectivement des formations lors du stage d'intégration ou des maintiens des compétences. Il me semble que c'est déjà au programme, comme les évacuations ou la gestion de la fatigue. Tous ces items sont déjà traités lors de la formation initiale. Mais majoritairement, c'est sur du théorique. On ne peut pas faire des exercices sur la fatigue ou sur... alors, on fait des exercices sur les évacs, mais ça, c'est lors des stages d'intégration ou des maintiens des compétences. Formation initiale, c'est que du théorique. C'est initialement, oui, que du théorique. On ne peut pas faire de la pratique, c'est pas possible. PAXI, évac, gestion de la fatigue... ça, c'est le rôle des compagnies et c'est déjà dans le référentiel des maintiens des compétences. Ça dépend du programme qui est déposé. D'accord, donc c'est déjà traité et les formations théoriques et pratiques traitent tous les deux et sont complémentaires de ce... Oui, la théorie, c'est que des questions. On peut pas faire de pratique sur le passage indiscipliné ou les évacs lors de la formation initiale du CCA. D'accord, merci. Je vois qu'on a une question. Alors ça, c'est sur question bagage. Quelle est votre position concernant l'utilisation de la bedbox? Alors, si j'ai bien compris, c'est une sorte de lit enfant pliable qui s'ajuste au siège. Alors, c'est peut-être une question soit pour Céline, soit pour Séverine, au vu de votre expérience passée. Alors, moi, je ne peux pas répondre parce qu'on n'accepte pas ça sur nos vols, donc... Et vraiment navré, mais moi non plus, parce que je vole plus depuis 2 ans et les bedbox, à ma connaissance, n'existaient pas à ce moment-là, donc je vois pas. Franchement, je suis désolée. D'accord, c'est quelque chose de relativement nouveau, alors. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est plus sur les longs courriers. Nous, comme on a une exploitation court et moyen, on n'a pas de berceau, on n'a pas ce genre de choses, donc je pense qu'il faudrait poser plutôt la question à quelqu'un qui fait du long courrier. D'accord. Je vois qu'une question remonte sur la notion, elle a disparu, sur la notion de présentéisme. Philippe, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce concept? J'ai un micro. Merci. Alors effectivement, le présentéisme, c'est une notion assez récente qui a émergé dans la littérature depuis à peu près une dizaine d'années, assez peu connue encore par les entreprises qui, encore une fois, utilisent des indicateurs très statistiques, très quantitatifs sur le nombre de gens présents ou le nombre de gens absents. Donc finalement, quand on voit un absentéisme faible, on se dit que c'est bien, c'est que les gens sont en bonne santé et que tout va bien. Mais effectivement, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce que souvent, en dessous de la surface, on a ce phénomène de présentéisme qui a été décrit dans plusieurs travaux scientifiques. Donc, je rappelle la définition, c'est le fait de venir travailler alors que son état de santé, et en particulier l'état de santé mentale, est dégradé et ne devrait pas donc justifier de venir travailler. Alors, les risques...
ils sont à la fois pour l'entreprise et pour l'individu. Pour l'individu, la trajectoire, c'est éventuellement le burn-out. Il y a plusieurs travaux qui ont corrélé donc une présence importante de présentéisme. Alors déjà, comment c'est mesuré? Le présentéisme, c'est mesuré à partir de questionnaires, à partir d'échelles. Donc là, c'est pas évidemment des données. Ça veut dire qu'il faut vraiment recueillir ces données. Il faut faire des recueils de données pour pouvoir l'évaluer, le mesurer. Et effectivement, le risque pour l'individu, c'est des troubles dépressifs, un isolement social et éventuellement effectivement le burn-out dont le risque est augmenté par la présence de ce présentéisme. Et pour l'entreprise, c'est effectivement ça peut prédire une augmentation de l'absentéisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, quand les gens se sont exposés trop longtemps, il va y avoir une augmentation de l'absentéisme. Et alors il y a beaucoup d'économistes qui se sont intéressés effectivement à cette notion, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des chiffres assez impressionnants, puisque dans certaines études, le coût du présentéisme donc est supérieur à l'absentéisme d'un facteur 10. Et c'est lié notamment donc aux pertes de productivité, à la perte de motivation. Alors tout ceci, bien sûr, il faut le mesurer pour s'en rendre compte, mais voilà. Donc c'est un vrai sujet actuellement de recherche, de préoccupation, et en particulier dans des organisations pour lesquelles, alors, typiquement, c'est des organisations dans lesquelles les gens, finalement, les critères d'absence sont compliqués. C'est-à-dire, si je m'absente, ça va avoir des conséquences pour l'entreprise ou pour moi-même, parce que je risque de perdre mon emploi. Donc voilà, dans toutes les organisations dans lesquelles il y a une forme de précarité ou de pression du management, ce risque, effectivement, augmente. Donc voilà, je pense que ça doit faire partie des sujets qui doivent être pris en compte sur la notion des risques psychosociaux. D'accord, merci bien. Là, je pense qu'on va prendre une dernière question. Alors, sur la formation, alors je pense que c'est plutôt pour Céline, au vu de son activité de formatrice. N'y a-t-il pas aujourd'hui un risque lié au passage intensif au e-learning et à la réduction significative des exercices pratiques? Alors, oui, je peux répondre éventuellement à cette question. Oui, effectivement, s'il n'y a pas assez d'exercices pratiques, on va manquer clairement de maintien de compétences classiques réelles. Maintenant, c'est vrai que les réduire de manière trop intensive, ce ne serait pas bon. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi parfois de préparer en amont d'une formation avec un e-learning qui est bien construit et qui va amener les gens à réfléchir pour mieux utiliser leurs compétences réellement et de manière efficace pendant la formation sur tout ce qui est pratique. Donc, j'ai envie de dire que quand les deux sont corrélés et permettent vraiment de travailler ensemble et de préparer quelque chose de plus efficace le jour J pour la formation, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, s'il s'agit de remplacer de la pratique par du e-learning, clairement, il y a des choses, c'est pas possible. On va pas éteindre un feu en e-learning, ça, c'est pas jouable. Et notre cerveau a besoin de s'entraîner à la situation réelle. Et le fait d'éteindre un feu, même pour de faux, si on sait que c'est pas un vrai feu, nous, on le sait en tant qu'humain, mais le cerveau, lui, l'aura déjà fait au moins une fois, donc il est entraîné, il est préparé à le faire. Et ça, c'est pas un truc qu'on peut effectivement remplacer. Mais en complémentarité, j'ai envie de dire que c'est au contraire une bonne idée. D'accord, merci beaucoup. Voilà, comme il est 11h56, je vous propose qu'on s'arrête là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges et le fait que voilà, vous ayez des profils très divers et très complémentaires à contribuer à enrichir les discussions. Donc, merci beaucoup à vous tous. Un grand merci à Carole et à la table ronde, la première table ronde. L'exercice est difficile. Vous voyez, il y a des interventions avec plusieurs thématiques. Vous avez la possibilité à distance ou ici de poser vos questions. Et merci pour la justesse des retours des différents intervenants et intervenantes.